toutes et à tous, bienvenue pour ce 7e épisode du championnat du monde à Riga. Un épisode forcément avant le quart de finale contre l'Allemagne qui aura lieu jeudi à 15h20 heure suisse. Alors on est revenu sur la fin de tournoi de l'équipe de Suisse, forcément qu'on s'est projeté sur ce quart de finale, savoir ce qui pourrait jouer pour l'équipe de Suisse, là où elle pourrait être meilleure que l'équipe d'Allemagne. La grande question aussi qu'on s'est posée, c'est de savoir si on faisait jouer Leonardo Giannoni ou Robert Mayer au but. Et puis après, on s'est un peu intéressé à l'équipe d'Allemagne en elle-même, avec de quels joueurs est-elle composée sous la houlette de Harald Kreis, ancien entraîneur notamment de Lugano, Zurich et Zug. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va bien, puis toi ? Pas mal, ouais. La routine maintenant, les matchs s'enchaînent, enfin un peu d'intérêt, parce que ce Suisse-Lettonie, on va pas trop en parler, je crois. Hein. Non, on va pas trop en parler, à part que on peut juste dire que le public, forcément, de voir cette fan zone devant la patinoire... On se souvient pas tellement de la fan zone l'année passée à Helsinki parce que de ce qu'on nous disait, c'était pas fantastique puisqu'elle était loin de la patinoire. Là, de l'avoir juste à côté, d'avoir presque ce prolongement de la patinoire et des Lettons qui font la fête. Je dois dire que s'il fallait choisir entre la Slovaquie et la Lettonie, je préfère que les Lettons soient contents. Je pense que les Suédois, eux, ils sont un peu moins ravis de devoir se bouger alors qu'ils ont fini deuxième du groupe. Ça, c'est un autre problème parce que voilà, la Finlande doit jouer chez elle, la Lettonie doit jouer chez elle, peu importe la place dans le groupe. Ce qui est logique à part ça. Complètement. Mais je peux comprendre si c'était nous qui étions prétérités, on va dire, dans ce truc-là. Je pense qu'il y aura un épisode du podcast où on sera en train de grommeler. Ouais, mais ça, c'est un peu le problème de ces championnats du monde qui sont, quand c'est à deux localisations très éloignées les unes des autres. Moscou-Saint-Pétersbourg, il y avait eu Québec-Halifax. Là, c'est aussi la même chose. Il y a un gros voyage. Ben voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai qu'à choix, autant jouer dans des endroits assez proches. Même en Slovaquie, quand tu vas faire Košice-Bratislava, c'est quand même 5 heures de route. Bon, ça va, il n'y a pas d'avion à prendre, etc. Le routier polonais était là, fidèle au poste. C'est plus facile quand même, mais là, il y a de la logistique. Pour tout le monde, finalement, comme on en parlait au dernier épisode, pour nous également, avec des avions qui sont bookés, mais on ne sait pas, avec des hôtels qui doivent être prolongés, mais on ne sait pas si on aura des chambres pour certains. Enfin, c'est toute une logistique, et nous, à notre niveau, ça va très bien, on s'en sort, et puis on va surtout jamais se plaindre. Je me dis, pour une équipe qui se dit « Ah, bah, trop bien, on a fini deuxième de notre groupe », puis le soir, à 22h30, tu vois que la Lettonie a gagné contre la Suisse, tu dis « Ah ouais, bon, on a deuxième de notre groupe, mais demain... direction Riga, on prend l'avion, etc. Ça doit vraiment être un peu pénible. » Après, c'est des joueurs professionnels qui ont l'habitude de faire des voyages tout le temps. Je pense que ça doit aller, mais c'est vrai qu'on pense à une équipe qui aurait pu rester à Tampere, s'éviter des voyages finalement. Mais ça ira par chance. Nous, si on revient à la Suisse, le quart de finale, c'est contre l'Allemagne. Ça, on a su ça mardi, en fait, dès que l'Allemagne a battu la France. Exactement. Et puis... on a des mauvais souvenirs contre cette équipe d'Allemagne. On est content de rester à Riga. Je pense que l'équipe de Suisse doit être aussi satisfaite justement de ne pas avoir à préparer tous les trucs. Ils se sentent assez bien ici. Alors par contre, les entraînements, c'est un peu sous-optionnel ces temps. Donc ils y vont un peu au feeling. J'ai l'impression que Alors, est-ce que la ligne est telle? Mais c'est drôle parce que je me rappelle, je pense que c'était à... Où est-ce que c'était? Est-ce que c'était à Bratislava quand on allait, on avait souvent, on pouvait souvent voir l'entraînement, voir les changements de ligne et tout. Et on allait vraiment souvent pour après, en plus, avoir les gars à l'interview. Cette année, c'était vraiment portion congrue. Ils ont changé complètement de style. Non, mais c'est intéressant de voir justement est-ce que la qualité des joueurs qui a fait un saut fait qu'ils ont moins besoin de temps pour que ça colle finalement. Est-ce qu'on a vu qu'il a mis Corvi à l'aile une fois, et contre la Lettonie, il était de retour au centre. Est-ce que finalement, il y a une polyvalence à plusieurs niveaux qui fait que Fier, il peut un peu mettre tout le monde, il joue le même système depuis des années, et il peut se permettre peut-être de se dire place à la régénération plutôt qu'à enchaîner les entraînements. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, Corvi, là, tu le mentionnes à l'aile, on discutait avec ta collègue Nicole Vandenbroek de Blick.
Puis qui disait qu'elle, ça l'inquiétait un petit peu de voir Corvi à l'aile, tout simplement parce qu'il était plus sujet au coup des adversaires que quand il se trouve au centre, parce que forcément quand il doit aller un petit peu plus batailler dans les bandes et que c'est pas tellement son jeu, ça peut être une source d'inquiétude sur une éventuelle blessure, et je trouvais ça assez intelligent et intéressant de se poser cette question. On verra aussi où il va nous l'engager contre l'Allemagne. Il y a pas mal pas d'incertitudes, on reviendra sur la grosse question un peu plus tard, mais il y a pas mal d'incertitudes justement parce qu'il y a eu beaucoup de changements de ligne, il y a eu des joueurs, grâce au bon parcours des Suisses, Fischer a pu faire tourner. Le match contre les Tchèques était moins important parce que la Suisse était déjà pas assurée d'être première, mais assurée d'être dans les deux premiers, ce qui était déjà quand même pas mal, donc il a pu mettre Glauser, Berti au repos. Mardi contre la Lettonie, alors là il a mis toutes les stars au repos à peu près. À peu près, ouais. À part ça, étonnant. Moi je me dis, bon bah, tu regardes les âges aussi, puis tu te dis, papillambule, on est sûr qu'à un moment... S'il arrête, il recommence pas. Mais c'est incroyable. En fait, c'est vraiment ça. Je pense que ça devait même pas lui traverser l'esprit. En fait, il a fait sa liste, il a mis... Quand tu disais des fois, on met Tom Ernest, c'est le premier sur la feuille. Là, t'as beau avoir Ischier et Fiala, tu mets Ambul sur la feuille. En plus, c'est bien Andrés Ambul, c'est le premier, donc tranquille. C'est hallucinant de voir... Et il marque encore un goal. Donc en plus, il se rend... indispensable à cette équipe. Je trouve fantastique, et j'avoue que si la Suisse arrive à faire une médaille, on en est encore bien loin, mais si elle fait une médaille, si possible l'or, parce qu'il a déjà eu l'argent, je pense que la première pensée, celui pour qui je serais le plus content, c'est Andrés Ambul. Je suis assez d'accord. Moi, ce qui m'a impressionné dans son tournoi, pour parler 2 secondes de lui, c'est que les 3 premiers matchs, il a été, j'ai pas envie de dire quelconque, mais il était là, on va dire. Mais on n'a pas fait de grandes histoires autour d'Ambul, on l'a pas énormément vu, pas vraiment, il n'était pas à son avantage, j'ai trouvé. Et au moment où le niveau a augmenté, Canada, Tchéquie, bim, là il est hyper précieux et il est plus présent, je trouve. Et en plus il marque. Mais l'élévation de son niveau à mesure que le niveau du jeu augmente, c'est assez impressionnant. Moi je trouve ça assez fou, mais tant mieux. T'as juste le nom de Tom Ernest avant, il a 10 passes décisives depuis le début du tournoi. 0 but, 10 passes décisives. J'ai l'impression que chaque fois que la Suède met un but, il y a Tom Ernest à la passe. C'est une dinguerie ce qu'il est en train de faire. On sent le gars qui a joué au jeu de fantasy de l'IAHF, puis qui s'est dit, dommage, je peux pas le mettre plus de temps de match, sinon je le mettrais tout le temps. Comme ça, c'est un peu comme Sam Alam. Tom Ernest tout le temps. Voilà, exactement. Non, le tournoi de Tom Ernest, c'est intéressant. Pour l'instant, il ne nous intéresse pas parce qu'on n'a pas la Suède en face, mais ça va arriver bientôt si ça se trouve. Il me semble que tôt ou tard, il y a la Suède quand tu vas aller loin dans un tournoi d'un tournoi mondial. Je parlais avant de la question majeure. Tu veux pas qu'on traite ça après, puis qu'on prenne une question j'essaye de la retrouver. Ça, c'est une question plus générale. C'était sur le forum d'Ajoie de San Antonio. Salut Jean-Fred, salut Greg. Dans ce sens-là, ça me perturbe. Question générale sur l'équipe de Suisse. Comment expliquez-vous le changement de bracket de notre sélection ? J'ai des souvenirs pas si lointains d'une équipe très moyenne qui faisait l'ascenseur entre le groupe A et le groupe B et qui perdait souvent contre des petites nations. On devait se retrouver entre la 14e et la 18e place mondiale. Maintenant, on fait clairement partie du top 8 et on est même favori pour ce championnat du monde 2023. À quoi est-ce dû ? Surtout que j'ai déjà entendu dire que la formation des jeunes n'était pas au niveau du Canada ou des pays nordiques. Merci pour votre réponse et pour votre émission dont je ne loupe pas un épisode. Merci déjà. Ouais. Alors, à 14-18e place mondiale, je pense que ça, c'est pas tout à fait juste, dans le sens où la Suisse fait partie du groupe A maintenant. Alors, elle est montée artificiellement sur le tapis vert, on va dire, en 98. Mais depuis 98, il y a eu 1 ou 2 fois des petits risques de relégation par-ci par-là, mais rarement. Et puis, quand c'est pas 14-18, du coup, t'es un peu dans le bas, on va dire, du groupe A. Mais ça fait un moment qu'elle s'est établie comme top 10, on va dire. Et après, il y a eu top 8 où ça devenait le quart de finale devenait la norme. Et maintenant, effectivement, à la fin, elle a franchi un palier. Ça, je suis complètement d'accord. Comment l'expliquer ? Talent individuel. Au bout d'un moment, dans une équipe où tu peux rajouter des joueurs comme Nico Hischier, qui est un premier choix de draft, tu peux rajouter Nino Niederreiter, parce que finalement Nino il n'était pas là au début des années 2000, il est venu très tôt. 2010, ouais. Voilà, il était déjà là, mais ces ajouts-là, c'est finalement individuellement le niveau a augmenté, puis forcément l'équipe derrière elle augmente. Est-ce que c'est la formation, elle est pas au niveau des pays nordiques, c'est complètement juste, mais
quand t'as Nico Hischier qui naît dans ton pays au lieu de naître ailleurs, ben forcément tu peux mettre toute la formation que tu veux, il va être bon. Et maintenant les jeunes partent plus rapidement aussi terminer leur formation en Amérique du Nord ou au Canada, aux États-Unis ou au Canada. Ouais. Et ça aussi, ça aide finalement le niveau général du hockey suisse. Mais je peux comprendre l'inquiétude pour la suite aussi, hein, même si on a Bixel qui va au-devant d'une carrière assez intéressante. Yanis Moser qui est pas vieux du tout, hein, vraiment. Et pourtant, quelle expérience il a déjà maintenant. Fiala est encore jeune. Hein. Fiala est encore jeune, mais c'est vrai que tu prends les Allemands, tu disais, heureusement pour la Suisse finalement, ils sont pas là, les Draisaitl, les Stützle, on a maintenant, il y aura Seider, ça c'est eux. L'Allemagne après. Ouais. Eux, ils ont une génération aussi qui finalement fait monter le niveau un petit peu de la même manière que la Suisse quand tout d'un coup t'as ça. Puis après, faut réussir à tenir. C'est tout l'avantage des pays comme la Suède, la Finlande qui, année après année, eux, ils en sortent 3, 4. Puis après, ils n'ont plus que l'embarras du choix. En plus des gars qui restent au pays ou qui sont dans des bons championnats comme le championnat de Suisse, où tu es là, c'est tout bon. Mais si on exagère un petit peu, on peut comparer ça au tennis. Quand tu as une génération où tu as Federer Wawrinka, la Coupe Davis, tu as une chance de la gagner. Puis quand ils partent, la Coupe Davis, tu la joues tout simplement plus. Et on est un trop petit pays pour pouvoir faire justement comme d'autres nations, les États-Unis, la France, ils sont tout le temps un peu là parce qu'il y a tout le temps ce cheptel de bons joueurs en tennis. Donc, oui. Hein. Et en hockey, finalement, là, c'est un peu plus dilué parce que tu n'as pas besoin que de 2 joueurs. Et le niveau global du joueur suisse restera peut-être top 8 mondial. Mais là, il y a eu ce step qui a été franchi parce qu'il y a eu quelques arrivées. Mais aussi, c'est le talent va engendrer peut-être le talent finalement. Parce que tu vas peut-être créer des vocations. On n'a pas parlé de Romagnosi parce qu'il n'est pas là, mais ça... C'est ce genre de joueurs auxquels les jeunes vont peut-être vouloir s'identifier. Complètement. Vont vouloir suivre les traces. Et j'imagine que cette génération-là, elle va entraîner dans son sillage d'autres jeunes, du moins j'espère. Et on a une question de Spoutnik, c'était sur Twitter. Hello la team, j'ai une remarque question. Je vais être un peu cru, mais Malgin est-il vraiment nécessaire ? Dès que le jeu se durcit, il disparaît complètement. Je suis un peu sceptique sur ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut amener à partir des quarts. Merci pour vos retours. Je peux comprendre la question, parce que c'est vrai qu'on a mis en exergue les joueurs de NHL. Malgin qui est un joueur de NHL alors qui est peut-être pas aussi confirmé que Niederreiter, que Fiala, que Hischier au niveau des points aussi, mais qui finalement en équipe de Suisse, on se souvient l'année passée, avait fini meilleur compteur avec ses 12 points et cette année il a commencé très fort, il s'est un peu plus éteint par la suite. Qu'est-ce que tu penses toi de ce côté quart de finale ? C'est intéressant parce qu'effectivement contre les Allemands, je pense qu'ils jouent assez physique aussi. Ils n'auront pas peur de ce jeu-là. Est-ce que Malgin sur une grande glace, suivant comment on le place un peu au centre, des fois à l'aile. Fischer disait j'aimerais bien leur lancer quand... lui donner une ligne, il a dit. Lui donner une ligne, exactement. Donc on voit qu'il y a des questions qui entourent Malgin. Bon, la taille de la glace, c'est une taille hybride. C'est juste. C'est pas une taille européenne ni NHL, c'est un peu entre deux. Mais en même temps, quand on a vu les dégâts qu'il a fait avec Zurich ou avec Lausanne, on se dit que la grande glace, ça lui fait pas franchement peur. En Amérique du Nord, c'est quand même un joueur qui est établi en NHL. Oui, il n'a pas un rôle comme Kevin Fiala, on est bien d'accord, mais c'est quand même un joueur qui a réussi à faire son trou et qui a joué régulièrement en NHL. Donc les petites glaces, ça lui fait pas franchement peur non plus. Le jeu physique, j'imagine que pas non plus. Maintenant, c'est vrai que c'est un joueur qui est pas aussi flamboyant qu'on peut l'imaginer ou qu'on l'attendait finalement, surtout quand on se rappelle ce qu'il avait fait l'année passée. Mais il sortait d'une grosse saison avec Zurich aussi. Hein. Absolument. Et ouais, t'as bien résumé. Fischer, il est embêté avec Denis Malgin, c'est clair. Comme tu l'as dit, il l'a mis au centre. Il cherche encore le bon truc. Bon, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui, donc ça va pas. Mais finalement, il n'y a pas besoin d'entraînement. Tu dois juste mettre les bons joueurs ensemble et puis après, ils vont faire leur truc. Par contre, moi, est-ce qu'on peut se passer de Denis Malgin ? Moi, j'ai envie de dire non. Je pense que c'est un joueur qui, à tout moment, déjà rien que sur le power play, son shoot, son tir sur réception depuis la gauche de Dean Koukan ou de Romain Leffel, ça dépend. Ce sera de Romain Leffel, j'imagine. C'est une arme. Et je pense que rien que pour ça, on peut pas se passer de Denis Malgin. La Suisse a quand même souvent des problèmes pour marquer les buts. Et c'est quand même quelque chose que lui, il sait vraiment faire. Donc, non, je ne me passerai pas de lui. C'est drôle que tu parles du powerplay suisse, que tu mentionnes Koukan et Leffel.
Et puis, on a une question de François Tournier qui lui dit « Est-ce que vous ne trouvez pas étrange que Moser ne joue pas les powerplay ?» Et il l'a fait, non? Il l'a joué avec Löffel. Oui, c'est au début ça. du tournoi, mais après, c'est vrai qu'il n'était plus. Avec l'arrivée de talents offensifs, quand tu dois faire rentrer Fiala et Ishii dans ton équipe, bah forcément, tu dois peut-être enlever un défenseur de ton alignement. Et c'est Moser qui peut jouer dans toutes les situations. Il le fait en NHL, il joue en box-play, il joue en power-play, il joue à 5 contre 5, bien évidemment. Mais je me suis aussi dit, est-ce que... quand j'ai vu Kukan, je me disais, mais Moser, tu vois, il a l'habitude de jouer en NHL. Simplement, c'est une question simplement une question de vitesse. Pas que Kukan est un mauvais joueur. Mais c'est peut-être nous aussi qui sommes un peu... on voit la NHL comme étant comme étant le Graal et tout. Mais en même temps, on sait que c'est quand même le meilleur championnat du monde. Donc, logiquement, si tu t'imposes et que... moi, je me rappelle du Kukan de l'année passée où il tenait le premier powerplay à Helsinki. Il finit avec 8 matchs, 6 points. Son championnat du monde, on avait été bluffé par Dean Kukan en powerplay. Parce qu'on pensait qu'il avait un rôle plutôt défensif avec Columbus. Hein. Exactement. Et on a vu qu'il était capable de jouer ce rôle-là. Et finalement, moi, je suis absolument pas choqué de le voir en powerplay cette année à nouveau. Maintenant, j'avoue que j'ai trop peu vu Yanis Moser tenir un powerplay en NHL. Je regarde pas les matchs d'Arizona. Tu me diras, personne regarde. Donc, je fais pas exception. Et de mes souvenirs en Suisse, il a évolué. C'est plus le même joueur. Donc, si Fischer le met pas en powerplay, je respecte ce choix et je le comprends dans le sens où je pense que Kukan est totalement apte et capable de jouer ce rôle. Et Löffel aussi, et le problème c'est qu'il peut plus jouer avec deux défenseurs à la ligne bleue parce que ça prend une place à un attaquant qui doit jouer le powerplay. Il est là le problème, donc tu dois choisir entre Kukan, Löffel ou Moser. C'est un problème de riche parce que c'est ça. Les trois peuvent le faire. Löffel, on a vu que quand il a été mis sur le premier powerplay, ça a tout à fait fonctionné. Alors il a marqué, on est peut-être ça biaise aussi un peu le jugement, mais pendant ce match-là, on s'est pas dit oulala, Löffel à la bleue, c'est une cata, par chance il a marqué. Pas du tout, au contraire. Donc les deux semblent. Mais on voit que Kukan est quand même reculé d'un cran dans l'alignement, vu qu'il était avec le premier powerplay, il est passé sous le 2 et Löffel est monté dans le premier. Est-ce que la prochaine étape, c'est Moser rentre sur le 2 à la place de Kukan? Je suis pas persuadé, honnêtement. Mais c'est drôle tu parlais du tir sur réception de Denis Malgin. Finalement, on a souvent vu un gaucher à droite, un droitier à gauche pour pouvoir se faire ses passes transversales et que maintenant, on l'a revu contre les Lettons, deux gauchers, avec Fiala. Et même, je me disais, tiens, il n'y a pas tous les joueurs de NHL puisqu'il avait laissé Malgini, De Reiter et Ischier. Mm-hmm. Je me disais, tiens, Gaëtan Haas sur le powerplay, comme normalement, il va peut-être le décaler sur son mur pour être utile. Non, il l'a quand même toujours laissé devant le goal. Ce qui est assez logique, du coup, s'il veut le mettre à cet endroit-là après, autant qu'il l'y laisse. Quoi. Absolument. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que contre l'Allemagne, le powerplay, ce sera pas dommage. Je sais pas si ce sera l'arme fatale pour passer enfin cette Allemagne dans des matchs décisifs. Mais ce sera en tout cas une arme bien nécessaire. Bon, il y a la question. J'ai voulu en parler beaucoup plus tôt, mais tu m'as dit non, on se les garde pour le dessert. Alors, pas de problème, c'est bien vu. On met qui au but? Et lundi, j'étais plutôt à dire Giannoni. Puis plus je réfléchis, plus je me demande si ça va pas être Robert Mayer. Et puis, c'est un 50-50. Je suis très content de ne pas devoir décider moi. Le coup de fil à un ami. Ah non, c'est un autre chose. C'est autre chose. Je pense... 51-49 Mayer, finalement. En y réfléchissant et aussi en pensant à une chose, c'est qu'on a l'Allemagne en face. Mm-hmm. L'Allemagne, de ce que j'ai vu, j'ai regardé les bouts de match, c'est quand même pas une équipe qui va faire qui va entrer toujours en contrôle. Au contraire, il y a le puck qui va souvent être mis au fond. Et qui va aller très bien couper ce jeu-là? C'est Robert Mayer, d'aller derrière la cage, d'aller jouer avec la canne, de ce qu'il avait très bien fait avec Genève Servette durant tous les playoffs. Et cette option-là de Mayer qui coupe les attaques allemandes en étant hyper actif devant son filet, pour moi, c'est quelque chose qui est précieux et qui pourrait faire la différence dans le choix. Ouais, tu me persuades, ça, tu me convaincs. Parce qu'à la base, je me disais, non, mais Giannoni, puis parce que
je réfléchis pas beaucoup plus loin que Giannoni, 7 titres de champion, Giannoni, médaillé d'argent en 2018. Giannoni, quoi. On sait qu'il est incroyable. Maintenant, Giannoni, il est sur une phase de défaite, on va dire, pas au championnat du monde, bien évidemment, mais en club. C'est rare pour lui d'avoir terminé sa saison sur une défaite. Mayer, il a terminé sur une victoire. Il était pas, il a pas gagné tous les matchs de la finale. Ça s'est joué au 7e, mais il a le bol du gars qui est en ce moment. Bol. Non, mais bien sûr qu'il mérite tout ce qui lui arrive, mais il a le côté un peu, je sais pas, l'aura, rien peut lui arriver de méchant. Suffit qu'on dise ça, puis il fait une couille contre. Ça fait 3 mois qu'on dit ça, il lui arrive rien. Mais c'est ça. Je pense que tu peux y aller. Mais le seul truc qui pourrait peut-être jouer contre lui, c'est ce oui, mais si. Mais alors, si on enlève ça, on fait abstraction de ça, on joue la main chaude. Et la main chaude du gars qui est en contrôle, qui voit bien les pucks. Mais honnêtement, tu parlais de problème de riche avant pour le powerplay entre les 3 joueurs, puis d'en choisir 2. J'ai l'impression que c'est là aussi un problème de riche à avoir. Parce que est-ce qu'on va être moins bon avec l'un ou avec l'autre? J'ai pas l'impression. Non, je suis d'accord. Et par contre, c'est pas parce que Mayer commence le match contre l'Allemagne, s'il le fait évidemment, que c'est lui qui va jouer tous les matchs. Je me demande s'il n'y a pas aussi ce côté un peu barrière psychologique à dire bon, les derniers quarts de finale avec Giannini se sont mal passés, était-ce sa faute? Absolument pas. Mais on fait quelque chose d'autre. Et finalement, tu dois voir si tu valorises l'expérience ou la forme du moment. L'expérience, tu mets Giannini, la forme du moment, tu mets Robert Mayer. Et moi, je suis presque à penser que tu dois favoriser la forme du moment, mais je peux tout à fait me faire convaincre par quelqu'un qui me dira non, Giannini, il a joué des matchs, il a gagné des quarts de finale. 2018, c'est lui devant le filet. Il gagne la demi-finale aussi. À Herning, et il gagne la demi-finale derrière aussi. C'est le gardien le plus titré de l'histoire du championnat de Suisse. Gagner des matchs, il sait faire aussi. Et j'entends complètement ça. Mais par contre, forme ou expérience, pour moi, c'est au même niveau. Et tu peux me convaincre des deux côtés. D'ailleurs, dans ma newsletter de jeudi matin, ça va être mon analyse de la semaine. Je vais faire un auto-débat où je vais me convaincre des deux côtés, en fait, parce que je ne sais pas. Et il y a des bons arguments partout. Et finalement, nous, on n'a pas à prendre cette décision, donc on est très chanceux. Le problème, c'est que ça va être la même chose. Si la Suisse gagne, ils auront fait le bon choix. Si la Suisse perd, ils auront fait le mauvais choix. Et finalement, c'est un petit peu désagréable parce que c'est vraiment du 50-50. Ouais. Et vraiment, il faut décider. Mais c'est là où je suis pas d'accord avec ta formulation. Je sais que tu as raison, si tu veux. C'est bien ce qui va se passer en cas de défaite. Mais je trouve que, justement, il faut être plus malin que ça en amont et dire non, alors, à ce moment-là, on accepte le choix en se disant c'est un choix qui se joue sur... c'est pas un coin flip, mais les deux ont des qualités, les deux ont peut-être quelques défauts et encore pas beaucoup. Donc voilà, on part avec ça. Si Mayer fait une erreur, si la défense l'aide pas, si Giannoni fait ci, c'est pas ça. Il faut pas se dire a posteriori il aurait fallu prendre l'autre parce que c'est beaucoup trop facile finalement. Et que quelle que soit la décision de Patrick Fischer, il faut la respecter et imaginer que il veut provoquer quelque chose s'il met Robert Mayer. Effectivement, tu parlais des quarts de finale et des matchs, on va dire, à élimination. On a donc 2018 où il bat la Finlande et il bat le Canada. Il se passe ce qui se passe en finale au penalty. J'ai pas l'impression que c'est une véritable défaite, mais voilà, ça n'a pas existé. 2019, ça se joue à 3 fois rien. Ils perdent contre le Canada. 2021 à Riga, ça se joue au penalty. Et puis 2022, alors oui, contre les États-Unis. Ça s'est joué de manière un peu plus nette. C'est 3-0, mais le troisième dans la cage vide, je crois. Il prend 2 buts. Exactement. Et puis, il y a encore le quart de finale contre les Finlandais. Maintenant, tu sais que maintenant, je me demande si c'était Berra ou Giannoni, d'ailleurs, sur le quart de finale. Mais en tout cas, au championnat du monde, c'est sûr. Donc, là, on vient juste de faire l'historique. On peut pas dire que ça parle en défaveur. Les résultats parle en défaveur, si on veut, mais sur la manière, il y a rien de faux, quoi. Non, il n'y a aucune erreur à lui imputer. Il n'a pas gagné les derniers matchs, mais
ce serait malhonnête de lui mettre ça sur le dos. Maintenant, je pronostique Mayer devant le filet jeudi soir. Juste après-midi même. Pour la forme, je pronostique Giannoni pour dire autre chose, parce que sinon... T'as le droit de dire pareil. Mais ben non, c'est rigolo. Il va tenter un truc. Je sais pas, ça m'étonnerait pas. Et en même temps, je serais sur ce qu'on a vu sur ce tournoi, il n'y a rien à dire. Les deux méritent la place. C'est ça qui est assez cruel finalement. Et en même temps, comme tu disais avant, problème de riche. Donc, il y a une autre question concernant les gardiens. Ouais, exactement. C'est Julien Roner ou Rorer, voilà. Hello les gars, merci de nous faire vivre ces mondiaux. J'ai adoré vos invités, hyper cool. Cependant, j'ai une question, je trouve intéressant d'avoir votre avis. Joran van Pottelberger, on en pense quoi? Certes, son premier match, je l'ai trouvé en dessous, et 2 fois après que la Suisse marque, il prend le but juste derrière sur des shoots clairement arrêtables selon moi. En saison régulière, je le trouve vraiment très bon, voire excellent selon les matchs. Mais là, j'ai quand même le sentiment que la Suisse perd entre autres à cause de lui. Mais chapeau à lui, car l'ambiance devait être juste être wow avec ses laitons en feu. Je suis gardien de skater et de hockey, c'est pour ça que je me permets la remarque. On se permet la remarque, même si on n'est pas gardien de skater, à part ça. Je me réjouis de vous écouter sur le sujet. Si vous avez le temps, et au plaisir de vous suivre l'année prochaine. Julien est fidèle au poste depuis quelques temps. Merci beaucoup. Julien, déjà. Julien. Alors, Van Pottelberger, on se rappelle, l'année passée, c'était Sandro Schliemann qui avait eu droit à un match contre le Kazakhstan, qui était en milieu de tournoi. Donc, il y avait peut-être un peu plus de pression quand même. La Suisse s'était imposée de peu. Si on se souvient bien, ça devait être 3-2. Pas simple. J'ai trouvé que sur le deuxième goal, effectivement... Glauser se fait un peu déborder, mais normalement, je sais pas si on peut dire qu'il le box out, mais il le laisse bien sur le côté. Il doit pas le prendre, clairement. Sur les autres buts, ça vient pas mal. C'est pas simple. C'est à la fois bien d'avoir eu son expérience au championnat du monde. Il a quand même ça. Pour la suite, c'est ce qu'on disait, hein, ils sont pas éternels. Mayer, il est quand même aussi de 89. Giannoni est de 87. Même si les gardiens, ça dure un petit peu plus longtemps. Mais Berra aussi est plus tout jeune. Donc, il faut former cette nouvelle génération et l'envoyer de temps en temps un petit peu, juste pour avoir l'habitude. On avait imaginé peut-être voir Akira Schmid débarquer. Mais cette blessure, le fait qu'ils sont en NHL, on peut pas non plus compter tout le temps sur lui comme on peut compter sur un gardien du championnat de Suisse. Donc, c'est pas un match... il gardera, je pense pas, un super souvenir de sa performance contre les Lettons, mais... Je trouve que c'est son premier match en championnat du monde. Mais oui. Donc je pense que ça restera un bon souvenir au bout du compte. Faut pas oublier que... il dit que c'est un bon gardien de saison régulière, mais après il se pose des questions. Moi je trouve que les fois où il a été envoyé devant le filet avec Bienne, il se fait blanchir 2 fois, si ma mémoire est bonne, et en play-off donc. Donc il sait aussi gagner des matchs importants. Là, faut voir dans le contexte dans lequel il débarque. C'est une équipe de Suisse, pas B, parce qu'il n'y a pas le luxe d'avoir 2 équipes, mais ils ont pas envoyé des juniors, disons. Mais c'est une équipe de Suisse qui est un peu démobilisée, là où lui vit son grand moment, l'équipe de Suisse arrive en disant ce match-là, il y a les Lettons, Nico, Nino, machin, vous allez en tribune, vous êtes tranquille. Ça doit pas être évident aussi, l'état d'esprit pour lui. Alors je me dis bien que les joueurs ils se sont pas dit on y va à reculons, hein, tu sais bien, ils nous ont dit à l'interview quand même que non, Ria m'a dit plusieurs fois la manière. J'ai dit, mais il a insisté sur quoi, Patrick Fischer? Alors la manière, donc. Je suis pas surpris du tout. Mais c'est vrai que c'est pas les conditions idéales pour rentrer en jeu. Mais finalement, le troisième gardien, c'est un rôle ingrat. En théorie, t'es pas censé jouer sauf s'il y a une catastrophe ou sauf si t'es déjà qualifié. Donc, faut l'accepter ce rôle-là. Et finalement, au-delà de ce qu'il fait sur la glace, il a pas accepté un rôle de troisième. Il a accepté un rôle de 4e à peu près parce qu'il était pas inscrit au début du tournoi. On lui a dit, tu viens en Lettonie, mais si ça se trouve, tu rentres sans avoir mis un patin sur la glace en match officiel, même pas sur le banc, rien. Et il a accepté ça. Ensuite, Akira Schmid refuse. Il est inscrit, il vient sur le banc une fois ou deux pour offrir des soirées de congé aux deux, à Mayer et Giannoni. Et il a ce cadeau en fin de tournoi, mais finalement, au-delà du match, où effectivement, je pense qu'il n'a pas été brillant, ce qui compte, c'est cette présence, et c'est qu'il accepte ce rôle, et c'est qu'il dise, ben voilà, moi j'ai eu une saison compliquée, il revient de blessure, il a même joué à 20 tours des matchs, il a joué un minimum en saison régulière, et en playoff, il a joué un petit peu, et qu'ils disent, ben ok, je continue, je viens, je suis peut-être moins fatigué que les autres, donc de se mettre aussi au service de l'équipe en acceptant de venir, moi je trouve que c'est assez louable, et l'expérience engrangée là, elle est forcément utile pour la suite. Bon,
quand même évoquer aussi un peu plus ce quart de finale contre l'Allemagne, parce qu'on aime bien faire des théories sur ce qui va se passer. Bon, on en a parlé quand même pas mal déjà avec Jenny Mayer, c'est sûr. Oui, bien sûr, mais de se projeter un tout petit peu sur ce match et rappeler, on l'a évoqué, que les Suisses-Allemagne en match décisif, à élimination directe, c'est pas des bons souvenirs. On avait mentionné 2010 à travers Nino Niederreiter, c'était son premier championnat du monde. Défaite en quart de finale à Mannheim, tu y étais. Un vieux 1-0. Une horreur. Hein, c'était... En plus, c'est ça, c'est que c'est pas des matchs qui restent dans les annales en termes de jeu. On a eu 2018 aux Jeux Olympiques, 8e de finale, défaite en prolongation. Il n'y avait pas la NHL. On se disait que là, quand même, ça devait passer. Crac, les Allemands après eux, ils vont en finale, ils perdent de peu, mais ils ramènent quand même la médaille d'argent. Et puis on a 2021, cette défaite au penalty. Il y avait Ischier, il y avait Meyer, il y avait Moser, il y avait Siegenthaler, et j'ai compté, ils étaient 10 présents lors de ce match-là. Je pense que pour eux, là, il y a clairement un sentiment de revanche. Ils étaient plus forts que cette équipe d'Allemagne, ils l'avaient dominé au tir. Ils menaient 2-0. Kunakel avait marqué assez rapidement après le 2-0 de Herzog. Et puis, c'était à 45 secondes à peu près de la fin du troisième tiers. Boum, ce goal qui vient tout flanquer par terre, qui envoie tout le monde en prolongation. La Suisse avait été meilleure. Et puis finalement, 2 pénaltys à 1. C'est vraiment frustrant. Et puis, c'était typiquement... là qu'on dit, comme d'habitude, on connaît la Suisse, elle gagne son groupe, elle fait deuxième, puis après elle sera en quart de finale. Et puis ça n'a pas aidé, disons, ce match-là et le match contre les États-Unis l'année passée. Donc ouais, là, moi j'ai eu un syndrome post-traumatique après ce match de 2010 avec Endras, le gardien qui avait tout arrêté. Et j'espère que les joueurs ils s'en rappellent plus, mais il y en a 2 qui étaient présents, donc tu as dit Niederreiter, mais évidemment. Logique, hein, mais Ambul était également présent, c'est les 2 seuls. J'ai regardé si Fischer était sur la glace, mais non, c'est vraiment les 2 seuls de cette époque-là. C'est le problème des matchs d'un soir, enfin des matchs à élimination directe. Tu peux tout faire juste ou presque et te faire sortir par le Canada en quart de finale sur une mauvaise relance ou sur un puck mal sorti à 9 dixièmes de la fin, prolongation, après c'est un coup de dé. Tu peux avoir un gardien en face qui te sort plus de 50 arrêts ou 48 ou un truc du genre, mais vraiment une quantité d'arrêts incroyable. S'il décide que ce soir-là, il prend pas un goal, ça devient compliqué. Mais un jour, ça doit aussi tourner en faveur de l'équipe de Suisse. Moi, c'est surtout le côté... en 2018, ils sont clairement pas favoris, ils sortent 4e de leur groupe, ils jouent contre le premier de l'autre groupe qui est la Finlande. On part un peu, on va à Herning. On se rappelle, on a conduit pendant 3 heures et quelques pour aller là-bas. On arrive à Herning, on se dit, bon. Toi, t'étais très... t'y croyais vraiment tout de suite. Hein. Ouais, mais c'était les débuts de Colfax. Je me suis dit, non, mais pour notre première année, on peut pas sortir en quart. Donc, c'était juste ça. Mais t'étais très positif en arrivant. Moi, je me disais, là, le step est trop haut, ça va pas passer. Ça avait passé. Par contre... aux Jeux Olympiques en 2018, ils étaient favoris. En 2021, ils étaient favoris. En 2022, même si c'est les États-Unis en face, c'était pour une grande équipe des États-Unis, ils étaient favoris. Et ils ont chaque fois, en fait, ils disent comment les Américains, c'est choqué un peu. Ouais, ils ont chié dans la colle, quoi. Ouais. Et c'est ça qui me fait dire qu'en 2018, quand ils sont pas favoris, ils passent. Et puis, chaque fois qu'ils étaient favoris, ils ont raté ce truc. Et c'est là-dessus, en fait, que Fischer doit travailler en leur disant... Ils ont tous accepté ce statut. Quand on leur parle... En plus, c'est vrai que les joueurs de NHL, quand tu leur parles, eux, ils pensent pas différemment. Ils viennent, ils se disent pas « on veut une médaille ». On veut le titre, c'est même pas un truc... Donc... c'est assez bien et ça transpire un peu, ça coule sur les autres joueurs, même les Leffel et compagnie qui se disent, dans leur tête, ils se disent, on veut ça maintenant. Ils ont, en plus, il y en a quand même quelques-uns qui ont connu la médaille d'argent, donc c'est pas suffisant. Et j'espère que cet état d'esprit-là, qu'on a l'impression qu'on ressent, qu'une fois au moins, ça puisse passer, parce que sinon... on en avait parlé dans un des Colfax précédents ici, la grosse pression sur Fischer, et puis au bout d'un moment, oui, il arrive à les fédérer, à les faire venir, mais à un moment, là, tu dois quand même
passer une fois, quoi. Le tomate, toujours le tomate, on en revient toujours à ça. Mais c'est un fait. Si t'es pas capable de une fois gagner un match qui compte, ben faut se poser des questions. Est-ce que ça veut dire forcément tout brûler? J'en sais rien. Mais une remise en question doit exister. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Et on n'en est vraiment pas là. Pour l'instant, la Suisse joue et commencera ce match dans la peau du favori, c'est sûr. Mais ça a déjà arrivé plusieurs fois. Depuis quelques années, on parlait plutôt dans l'épisode du changement de braquet, j'aime bien cette image-là, de cette équipe, de cette génération qui arrive aussi gentiment à maturité, c'est aussi ça. Les Ishii et les Fiala, il y a les dernières années, ils avaient une année de moins, tu me diras, c'est assez logique, chaque année t'en prends une, mais ils ont une année d'expérience en plus aussi dans leur club. Ishii, il a pris encore une envergure supplémentaire. Fiala également. Maintenant, c'est à ces joueurs-là, justement, qui ont franchi une étape de se dire, ben voilà, c'est nous maintenant qui devons faire la différence aujourd'hui. Et c'est ces joueurs-là qui vont être attendus au tournant ce jeudi aussi. Et ce que j'aime bien, c'est d'avoir un joueur comme Niederreiter, comme capitaine aussi, qui va jouer, en fait, qui va tout donner et qui va penser à l'équipe. Je me rappelle, je sais, c'est un peu... tu dis que le point que je fais tout le temps, c'est les engagements. Là, ça va être le point Timo Meyer en 2022. Mais si on réfléchit et qu'on remplace l'un par l'autre, je préfère finalement presque, si on doit choisir entre les deux, après c'est aussi plus facile puisqu'il y a eu l'année passée, mais de se dire Niederreiter jouera peut-être un petit peu plus pour l'équipe. J'ai un petit peu plus peur pour Kevin Fiala qu'il ait un peu tendance à vouloir sauver la bande tout seul, un peu à la Timo Meyer. Si tu veux, c'est dans l'état d'esprit... on a besoin de ces joueurs-là. On a besoin de ces joueurs qui sont un peu... le terme anglais, ça va être cocky, un peu... mais arrogant, mais bien. Dans le sens où ils sont conscients de leur valeur. Sûr d'eux, ouais. Sûr d'eux. Et ils vont... Je pense qu'on a besoin de ces joueurs-là aussi pour passer le palier supérieur. Mais il faudra que... Parce qu'Ishii était là en 2019, Ishii était là en 2021, Ishii était là en 2022. Donc... Lui aussi, je pense qu'il aimerait bien se montrer tout Fiala contre les Lettons, qui était un peu la tête de pont. Il a ouvert son compteur. Il a aussi pris pas mal de pénalités. Il était un peu chaud bouillant là. Il n'a pas voulu se laisser marcher dessus, ce qui est plutôt pas mal. Il ne faudra pas faire la même chose contre l'Allemagne en quart. Justement, cette équipe d'Allemagne, ça ressemble à quoi? Toi qui m'as fait le roster ce matin au petit déjeuner, mais malheureusement on n'avait pas de micro, donc... Non, j'ai pas fait la liste, tu vois. Non, t'as pas fait la liste. C'est pas vrai. Tu m'as parlé des joueurs de NHL. Des joueurs de NHL. Il y a ce Peterka, là, moi je me rappelle au grand tremplin, il était meilleur que sur le petit. Tu sais, là, faut vraiment, alors que c'est un Slovène, faut vraiment se rappeler. Mais en plus, c'est drôle, c'est JJ, donc c'est un peu comme JJ Moser. C'est John Peterka. C'est John Jason Peterka, est drafté en deuxième tour. Là, il fait sa première saison en NHL avec Buffalo. Si je dis pas de bêtises, 32 points, quelque chose comme 12 goals, 20 assists. De toute façon, si je me trompe, t'es sur ton attel, puis tu pourras me dire que je suis un bobet. Non, je mais ça, mais c'est par là autour. Mais on peut dire que ça correspond un petit peu à ce qu'on a en Denis Malgin. On a Maurice Seider, qui est le Romagnosi allemand, qui fait sa deuxième saison. Il avait été très très bon. Il avait été élu meilleur défenseur du tournoi en 2021, quand l'Allemagne bat la Suisse d'ailleurs. Ça, c'est du solide pour l'instant. Il n'est pas exceptionnel au niveau des points, mais je ne doute pas qu'il sera très bon contre l'équipe de Suisse et qu'il va falloir passer. En plus, c'est un gars, pour ceux qui regardent des fois un peu les highlights, c'est un peu le spécial. Il a un hit avec les fesses. Il envoie des boîtes, machin. Alors, ça en devient presque dangereux. Hein. D'ailleurs, je sais qu'on a un ami qui est fan des Detroit Red Wings qui ne va pas être d'accord avec nous parce qu'il va dire que Seider est fantastique, mais c'est vraiment solide. Et puis, on a encore Nico Sturm, c'est 26 points avec San José. Ils ont des joueurs NHL, mais là aussi... La Suisse doit quand même de nouveau pas avoir peur de ça. Avec Siegenthaler, avec Moser, avec Ishii Fiala, techniquement, c'est plus fort. Maintenant, le coach, c'est Harold Kreis. Harold Kreis, c'est vétéran. C'est quelqu'un qui a gagné le titre de champion avec Lugano, qui a gagné le titre de champion avec Zurich. Alors, ça ne nous rajeunit pas, c'était en 2006 et 2008. Il a fait la finale avec Zug en 2018. Donc,
je pense que il a assez d'expérience pour bien préparer son match et ça va être faudra pas se choper de pénalité, en tout cas un minimum. J'espère que la Suisse est capable de le faire parce que contre les Lettons c'était pas ça, ils l'ont dit eux-mêmes qu'ils ont été trop indisciplinés. Je me réjouis de voir si les équipes, enfin si les gars de NHL vont s'annuler ou vont être annulés par les Allemands et que finalement le salut de l'équipe vient des lignes 3 et 4. Je t'avoue que j'aimerais bien que le but décisif, admettons, tombe de la canne par exemple d'une ligne qui a quasi pas qui n'a pas bougé, je pense. As avec Simeone et Miranda qui est vraiment vraiment excellente. Miranda a fait un boulot assez impressionnant, je trouve qu'il monte en fait de match en match et il aime beaucoup jouer avec As aime beaucoup jouer avec lui. Simeone les complète vraiment très très bien. Donc, ou la quatrième ligne avec un Berchi couteau suisse, avec un Richard qui est incroyable, avec Herzog qui fait aussi bien son boulot. Il avait marqué en 2021. Si ça pouvait venir de ces joueurs-là, ce serait assez bien. Toi, qu'est-ce que... Cette équipe d'Allemagne, c'est une équipe c'est une nouvelle génération de l'équipe d'Allemagne. Malgré Moritz Müller, qui est le Andrés Ambül allemand. Moritz Müller, il est de 86. J'ai l'impression qu'il est tout le temps là. C'est son 11e championnat du monde. Alors oui, quand on compare à Ambül, c'est rien, mais c'est énorme quand même. Il a eu plus de 80 matchs en championnat du monde, mais c'est une équipe, malgré lui, qui a 26 ans de moyenne d'âge. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans les 99, 2000, 2001 qui ont été draftés. Il y a ce Maximilian Zuber. J'espère qu'il ne faudra pas écrire son nom demain parce que ça va être un copier-coller. Sinon, c'est une catastrophe à l'écrire avec des K, des Y, des Z. Drafté par l'Arizona. Il y a Kai Wiesmann, drafté par Boston. Il y a Gawonke qui joue à Winnipeg. Qui est l'organisation de Winnipeg. Wiesmann, il est dans l'organisation des Bruins. Ouais. Mais il a eu... Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, non, je crois que tu disais drafté par Boston. Il a déjà 26 ans, je crois. Puis, exact. C'est le meilleur compteur défenseurs allemands avec 8 points. C'est quand même des joueurs qui ont un passé en Amérique du Nord et qui sont revenus. Alors oui, nous on parle beaucoup de Dean Koukan, mais finalement c'est le même genre de joueurs qui sont allés là-bas, qui n'ont pas réussi à s'établir, même si Koukan il a joué en NHL. Ils reviennent en Europe, mais ça reste de bons joueurs. Donc faut surtout pas faire l'erreur de les prendre de haut. Dominique Cahoun, on a vu les dégâts qu'il est capable de faire avec Berne depuis 2 saisons. Cahoun, il n'y a pas si longtemps, c'était un joueur de NHL. Alors oui, pas un joueur ultra dominant, mais il a quand même une saison à près de 30 points avec Pittsburgh. Puis avant, il a 40 points avec Chicago pour sa première saison en 18-19. Il est à 1 point par match en Suisse sur 2 saisons. Alors oui, la deuxième saison, il a été beaucoup blessé, mais c'est un joueur qui peut faire la différence. Donc, oui, la Suisse va partir favorite, mais moi, cette équipe d'Allemagne, je la trouve vraiment pas moche. Justement, tu parlais de Peter K au tout début, je rigolais sur son nom, mais il fait un superbe tournoi pour l'instant. Je l'ai mis 2 fois dans mon équipe fantasy, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ça, mais il a 9 points déjà en 9 points, ouais, 4 buts, 5 passes. Et c'est des vrais joueurs de hockey, donc... oui, encore une fois, la Suisse est favorite, mais méfiance. Mais je dis méfiance. Mais c'est surtout que si on prend le parcours de cette équipe d'Allemagne dans son groupe, si on regarde, on se disait au début, il commence n'importe quoi. Bah oui, effectivement, ils jouent contre la Finlande, contre la Suède, puis contre les États-Unis. Ils perdent à chaque fois d'un but. Ils perdent 1-0, 3-2, puis 4-3. Vu comme ça, tu te dis, c'est effectivement le verre, il est à moitié vide pour eux. Mais après, il y a ce match charnière contre les Danois qui gagnent 6-4. C'est pas flamboyant contre l'Autriche, mais ça passe 4-2. 7-2 contre les Hongrois, 5-0 contre la France. Donc ils sont quand même dans une dynamique où ils restent sur 4 succès. Mm-hmm. J'aime pas trop cette tendance haussière pour les Allemands, on va dire, parce que ils sont dans un état d'esprit plus conquérant. Maintenant, à la lecture des adversaires, et on l'a assez dit pendant cet épisode, on ne doit pas avoir peur de cette équipe d'Allemagne, mais on doit la respecter. Voilà, je pense que c'est un bon point final pour cet épisode. Voilà, au terme de c'est le 6e épisode, 7e épisode. C'est l'épisode Marco qui t'a un peu... Aïe. Le 7e épisode de ce championnat du monde. Le 8e aura lieu. On sait juste pas quand, parce que si la Suisse joue à Tampere une demi-finale samedi, on va essayer de faire quelque chose entre deux, parce que quand même, si la Suisse est éliminée, nous on rentre. Bref, notre organisation est encore
à définir selon le résultat du match. Mais j'ai bon espoir qu'il y ait un épisode vendredi, tu verras, ça va avoir lieu. Surtout que la Suisse joue tôt, donc on devrait réussir à caler quelque chose. D'ici là, de toute façon, on mettra sur les réseaux sociaux quand aura lieu le prochain épisode. On est réactif si vous avez des questions à nous poser. On a essayé d'en prendre quelques-unes, c'est toujours chouette. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Et bonne suite de tournoi. Le match sera normalement en live ticker sur Blick à 15h-20h Suisse. Donc il nous a donné son accord, ça devrait se faire. C'est avec Kylian Motet qui va être notre consultant de luxe pour ce match-là. Donc, si vous voulez faire un double screen avec le match à la télé et les commentaires de Kylian Motet, ça peut tout à fait se faire. Moi, je le fais depuis la patinoire avec nos invités. Je trouve toujours assez chouette. Donc, n'hésitez pas. Et puis sinon, prenez soin de vous et bon match. Bon quart de finale.